Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans votre rendez-vous patrimonial hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Chaque mercredi, vous en avez désormais l'habitude, on aborde de multiples sujets qui touchent à la gestion de patrimoine. C'est donc parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour entamer Cœur de patrimoine, on s'intéresse donc à une classe d'actifs qui vous tente souvent très particulièrement, ce sont les SCPI. Éric Costra, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour Perial Asset Management. Quelle lecture on peut faire de ce marché des SCPI ? C'est vrai que on en a beaucoup parlé, on en a dit du mal parfois avec ces questions de prix de part, de rendement, de crise des actifs, etc. C'est vrai que le marché immobilier dans son ensemble a connu ou connaît même encore quelques difficultés. Donc vous, quelle lecture en fait vous faites chez Perial ? Alors, il est vrai qu'on sort d'un marché qui a été très bouleversé, perturbé depuis à peu près un an, puisque il y a eu une décision de l'AMF, une fameuse décision de l'AMF qui a obligé les SCPI à faire une expertise à mi-année et qu'il y a eu des corrections assez significatives qui étaient liées à la correction du marché de l'immobilier consécutive à la hausse très rapide des taux d'intérêt. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que nous sommes en bas de cycle. Et donc, l'essentiel des baisses de l'immobilier ont été appréhendées dans les valeurs de part et que nous arrivons un petit peu donc au bout de cette descente du cycle qui a été effectivement assez brutale, même s'il peut y avoir encore quelques corrections jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est important, c'est donc la reprise que nous attendons, notamment avec la baisse des taux d'intérêt. Il est vrai que nous avions une vision assez claire avec un marché qui reprenait en termes de collecte de parts chez Perial et en termes d'investissement, et que nous avons eu donc ces récentes décisions politiques et qui vont avoir un impact également sur la dette, qui brouille un petit peu le message et sur lequel donc nous attendons plutôt la rentrée pour avoir une vision un peu plus claire de la reprise du marché. Mais justement, vous parlez finalement de l'ouverture, enfin de ce cycle, presque du fait qu'on en termine un, que donc un nouveau va s'ouvrir, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes ces questions d'ordre politique. Alors on verra ce que nous réserve l'été, bien évidemment, mais on a vraiment touché c'est derrière nous, ces histoires de prix de part, etc. On peut se dire maintenant, en tant qu'investisseur, si on est porteur de parts de SCPI, se dire, bon, ça y est, cette crise, finalement, est derrière nous. Alors, je crois que les investisseurs vont obligés de s'accommoder avec des variations de parts un peu plus significatives que les autres années. Je pense que on est quand même dans un cycle immobilier. Alors évidemment, les cycles sont longs, mais je crois que ça va être un peu plus erratique que le passé, que ce qu'on notamment a connu. De toute façon, c'est pas une spécificité des CPI. Je veux dire, en bourse, ça a aussi été un chemin presque linéaire pendant des mois et des mois avant qu'on ait des périodes plus turbulentes. Donc, Exactement. Mais les épargnants et les professionnels de l'immobilier, ou en tout cas du conseil et du placement, ne sont pas habitués à ce genre d'évolution un peu plus fluctuante. Et il est vrai que le fait qu'il y ait 2 valeurs d'expertise maintenant chaque année va rendre effectivement le travail et notamment l'indexation des SCPI à leur marché immobilier un peu plus fluctuant. Pour répondre à la question du bas de cycle, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire effectivement quand est-ce que ça va s'arrêter. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, la constatation chez Perial, c'est que nous avons des valeurs d'expertise qui sont en légère baisse, mais qui ne modifieront pas au 30 juin le prix de nos parts de SCPI. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle et démontre bien aussi que chez les experts, le gros de la baisse a été réalisé. Maintenant, il y aura peut-être quelques ajustements en fonction de certains actifs, mais qu'en tout cas, le gros de la baisse a été réalisé. Et maintenant, ce que nous attendons, ce qui va peut-être prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu, c'est la poursuite de la baisse des taux de la BCE et également une indexation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'OAT 10 ans français reste à des niveaux trop élevés, ce qui retardera d'autant l'ajustement cette fois-ci à la hausse des patrimoines immobiliers. Quand on grenouille un petit peu dans ce monde de la gestion de patrimoine, des différentes classes d'actifs, on a 3 petites lettres qui se trimballent régulièrement. Alors elles changent ou elles peuvent changer, c'est ISR ou c'est ESG, enfin bref, avoir des actifs plus durables, plus respectueux,
une de l'environnement et puis aussi de la gouvernance, du sociétal, enfin bref, voilà. Comment est-ce que vous le regardez cela et quelle valeur vous accordez finalement au vert, au green ? Alors, les acronymes peuvent effectivement changer, il y en a beaucoup, ISR, ESG. Chez Perial, on a une conviction, c'est que c'est en tout cas incontournable dans la bonne gestion d'un patrimoine immobilier. Parce que notre promesse que nous faisons depuis longtemps avec PFO2, donc depuis 2009, et notre conviction vers l'avenir, y compris dans ces périodes de crise immobilière assez significative, c'est que la sortie ne se fera que par des immeubles sobres et vertueux, et donc compétitifs dans leur marché, qui coûteront moins cher aux entreprises et qui présenteront un bilan carbone qui soit satisfaisant pour l'ensemble des épargnants et pour l'ensemble de la planète. Et c'est donc notre conviction chez Perial, c'est que malgré les difficultés, puisque ce sont des immeubles qui nécessitent souvent des travaux importants, nous continuons cette perspective, cette trajectoire, parce que nous sommes convaincus que l'immobilier qui sortira gagnant de cette crise, qui remet en question beaucoup de choses, pas uniquement une crise conjoncturelle liée à des taux financiers, mais également une crise plus profonde de l'immobilier sur notamment l'usage de l'immobilier et sa valeur au sein de notre société, mais également au sein des villes. C'est que nous sommes convaincus que cette valorisation passera également par une sobriété énergétique. Donc, conviction chez Perial, mais j'ai envie de vous retourner une question qu'on pose aussi souvent, par exemple, aux asset managers et autres, leur dire, mais enfin, vous labellisez tous vos fonds, quoi. C'est un peu du flan. Enfin, je veux dire, vous poussez au verdissement, finalement, de la finance, ou est-ce qu'il y a un appétit de la part des épargnants qui vous demandent des fonds ESG ou SR? Vous, vos utilisateurs, ils sont aussi convaincus que vous semblez l'être? Ils vous demandent aussi, ils vous disent, bah, moi, j'envisage de déménager, de changer d'adresse. Je voudrais maintenant un bâti qui soit plus respectueux de l'environnement avec une meilleure isolation, plus vertueux. C'est vraiment une demande de l'utilisateur? Alors, il est vrai que la période est un petit peu ingrate parce que lorsque les performances financières sont moins au rendez-vous, on a la question et la tendance de se poser justement sur cette performance finalement, on va pas rogner sur le environnemental, extra-financier, et que donc, est-ce qu'on va pas rogner justement au détriment au bénéfice d'une performance financière, ou en tout cas mettre toute son énergie là-dedans. Nous, chez Perial, on est convaincus qu'il faut se battre sur les deux volets, donc le financier bien évidemment avec les taux de rendement, mais également l'extra-financier. Il est vrai que nous avons à faire, et surtout lorsqu'on est pionnier, c'est à convaincre un écosystème. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, les épargnants sont beaucoup plus vigilants sur le dividende qu'on leur distribue, que sur la valorisation verte des immeubles. Et que l'on peut comprendre également une certaine déception, surtout quand nous avons été obligés de décoter donc notre SCPI environnemental, parce que le constat aussi que nous faisons, c'est que les experts n'ont pas pris en compte cette valeur extra-financière. Et donc, on l'a bien vu dans les discussions avec eux, et donc nous avons pris l'engagement avec eux de discuter de manière à les convaincre et à de pouvoir faire une évaluation, en tout cas en fin d'année, qui tiendra beaucoup plus compte de cette valeur verte. Et en ce qui concerne les locataires, qui sont les plus en pointe sur cet engagement-là, pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés donc qui de plus en plus considèrent qu'elles ont un rôle sociétal à jouer et environnemental vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs collaborateurs et vis-à-vis de leur écosystème, et puis qui sont également locataires occupants, et donc qui sont également vigilants sur les charges qu'elles payent et sur la sobriété de leurs immeubles. Et nous avons donc des rencontres régulières avec nos locataires à travers des comités verts que nous avons à tenir une fois par an. Donc toutes les parties prenantes finalement sont exactement, actives. Avec nos property managers, nos locataires, et ce qui permet de pouvoir discuter, ce qui est aussi une manière pour nous de fidéliser nos locataires, ce qui est important dans la situation actuelle, parce que ça permet de pérenniser les dividendes, mais en tout cas de pouvoir discuter à la fois sur le sujet de l'occupation de l'immeuble, mais également des enjeux extra-financiers et environnementaux de cet immeuble et de cet usage qu'elles en font. Éric Cosra, dans le temps qui est derrière nous maintenant, on a beaucoup parlé du monde du bureau, de cet actif qui était un petit peu la panacée pendant longtemps, y compris dans le langage de tous vos collègues, de tous les spécialistes de la SCPI, et sur lequel on s'est vraiment mis avec le Covid à douter, où on a vu les coups de boutoir du télétravail, etc. Et on a vu quelques grands acteurs dire « Oh bah maintenant le bureau », enfin bon. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce bureau ? Est-ce que finalement...
il y aura un nouveau souffle? Est-ce que on n'aura pas forcément moins de bureaux, mais mieux de bureaux? Enfin voilà, quels sont un peu les critères qui désormais président ou déterminent cet actif-là? Alors, il est vrai que dans une situation de crise que nous connaissons en immobilier, le bureau est le plus touché par cette crise. Alors, à la fois parce que on oublie, mais c'est le secteur le plus important de l'immobilier. Alors, après le résidentiel, mais quand on regarde le secteur tertiaire, le bureau est totalement prépondérant et les investisseurs peuvent investir dans le bureau par goût, mais aussi parce que c'est incontournable. Donc, on voit bien que les autres actifs alternatifs sont de taille beaucoup plus petite et dans des marchés beaucoup plus restreints. Maintenant, le bureau est effectivement remis en question, et vous avez évoqué le télétravail qui a effectivement fortement remis en question l'usage que l'on en fait du bureau. Alors, deux choses sur le bureau. Chez Perial, ce n'est pas notre première crise du bureau et notre première crise immobilière. Donc, nous avons l'habitude qu'à chaque crise immobilière, le bureau est remis en question. D'accord. C'est-à-dire que les immeubles de bureau ont une certaine obsolescence rapide et programmée qui fait que lorsqu'il y a une crise qui arrive, il y a une espèce de filtrage qui se fait et des actifs s'en sortent mieux que d'autres. Alors bien évidemment, il y a l'emplacement qui est fondamental. Règle majeure. Il y a la qualité également de l'immeuble, et on voit bien qu'on a connu une période où les immeubles années 80 murs rideaux devenaient un petit peu obsolètes ou en tout cas passés de mode et qu'il fallait passer à autre chose. Et puis il y a également comment on utilise le bureau en interne avec donc les entreprises. Est-ce que c'est de l'open space? Est-ce que c'est des immeubles? Est-ce que chacun a son bureau? Ou est-ce que c'est des aménagements supplémentaires? Et donc nous, société de gestion, notre rôle est d'accompagner les entreprises à pouvoir répondre à leurs nouveaux usages, parce qu'on ne peut pas nier non plus qu'il y a des changements structurels importants qui ont été initiés même avant le Covid et sur lesquels il faut s'adapter, notamment qui sont liés à toute la révolution technologique. Et c'est la révolution technologique qui est en train de modifier le bureau et non pas l'inverse. Et toutes ces remarques, toutes ces observations, elles sont valables, entre guillemets, j'ai envie de dire France entière, ou même en allant un petit peu plus loin. On a toujours tendance à dire il y a deux marchés. En gros, il y a Paris et le reste du monde. Est-ce que c'est valable aussi, ou est-ce qu'aujourd'hui, la géographie compte aussi? Parce qu'on a vu aussi certains dire moi, la vie à Paris, dans mon 3 pièces, ça ne me va plus. Alors, Perial, acteur européen, constate que les changements au bureau sont beaucoup plus significatifs en métropole. Et en métropole, parce qu'il y a effectivement des logements plus petits, l'accès au bureau qui est difficile à travers les transports en commun, le bannissement de la voiture également dans les métropoles, qui est quand même une révolution profonde que nous sommes en train de vivre, et on le voit bien à Paris en ce moment. Et donc l'usage du télétravail et donc les modifications du bureau est beaucoup plus prégnant en métropole. Alors c'est là où Perial est le plus investi, puisque Perial croit aux métropoles, et peut-être beaucoup moins en région où il y a encore une habitude de la voiture et forcément une densité de transport en commun qui n'est pas la même qu'à Paris. Et donc on voit bien qu'on a un petit peu une révolution qui est en tout cas plus prononcée dans les grandes villes que dans des villes de plus petite taille. Vous nous avez rappelé votre histoire et le fait que vous aviez déjà connu plusieurs crises immobilières, etc. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, ces évolutions, ces changements, parfois ces ruptures, elles vous entraînent à modifier un petit peu votre façon d'envisager votre métier, de choisir vos immeubles, de les gérer? Enfin voilà, est-ce que pour le temps qui vient, j'ai pas envie de dire il y a un nouveau Perial, mais il y a des choses qui, malgré tout, ne se feront plus comme hier? Certainement. Et il y a eu un nouveau Perial à chaque crise et à chaque issue de la crise. Et c'est aussi la capacité de la société de gestion à se remettre en question et à remettre en question également sa gestion du patrimoine qui est indispensable. Et ce que nous vivons à l'heure actuelle, une crise conjoncturelle qui est assez profonde, mais qui est liée également à une crise structurelle de changement de société, de paradigme, de métropolisation, de réchauffement climatique, nous oblige et nous amène, et c'est notre devoir vis-à-vis de nos clients associés, de gérer de manière différente. Alors bien évidemment, vous avez toujours des fondamentaux qui sont importants, c'est-à-dire que la gestion d'un patrimoine immobilier, c'est effectivement choisir sa localisation, l'entretien, la fidélisation avec ses clients, donc la proximité avec ses clients, donc qui sont des vecteurs intangibles
Néanmoins, maintenant, nous voyons bien que nous sommes un petit peu confrontés avec Perial qui avait une ADN immobilier très fort et qui avait l'habitude de gérer un patrimoine sur le long terme. Si nous voulons continuer à délivrer de la performance sur le long terme, nous devons en permanence réagir de manière court terme pour pouvoir adapter nos patrimoines et la performance financière exigée par nos clients. Surtout, puisque nous sommes dans un monde beaucoup plus concurrentiel, dans lequel il faut être, effectivement, nous battons sur le rendement, sur le taux de rendement, mais là, je signale qu'il ne faut pas uniquement que s'axer sur le taux de rendement, c'est-à-dire que c'est aussi le long terme. On compte toute la stratégie liée à la détention d'une SCPI. Exactement, et là aussi, je ne fais pas opposition l'extra-financier et le financier, et je ne fais pas opposition entre un long terme et un court terme, parce que le long terme, c'est une succession de court terme, mais qui nous oblige à avoir une dynamique beaucoup plus importante de la gestion du patrimoine, un taux de rotation beaucoup plus significatif qu'auparavant, où on pouvait garder les immeubles 20-25 ans. Maintenant, il faut effectivement en permanence les adapter, en permanence les échanger, et puis également les acheter dans de bonnes conditions et les vendre également dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Éric. Éric Cossera, donc Perial AM dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Place à la thématique marché à présent. C'est vrai que on regarde tout ça, cette période-là, normalement, en se disant bon, j'ai une belle perf depuis le début de l'année, je vais partir en vacances, comment est-ce que je vais faire pour la protéger ou pour limiter un éventuel repli? Enfin, ce sont des questions quasiment des marronniers, comme on dit dans le jargon journalistique. On va essayer de regarder tout ça avec Éric Bertrand. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, directeur général délégué et directeur des gestions d'Ophi Invest AM. C'est vrai que d'habitude, là, je vous dirais qu'est-ce que je fais avant d'aller m'allonger sur ma serviette, qu'est-ce que je fais avant d'aller m'isoler dans mon chalet en haute montagne et de ne penser plus qu'aux marmottes et à la rando. Et là, on a des échos brutaux du côté des États-Unis en termes politiques. On a des échos ultra politiques et bizarres dans l'Hexagone. On a des élections à gauche à droite. On a vu les Anglais, par exemple. Et on se dit, il y a forcément une lecture, on va dire, financière de ce contexte politique. Oui, alors, on n'est pas dans le proverbe « Sell in May and go away and don't come back before St. Ledger's Day » qui doit être quelque part en octobre, prend tout son sens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une séquence d'événements, dont 2 élections avérées et une en devenir. Très rapidement, au Royaume-Uni, on retrouve une majorité stable avec quelqu'un qui n'a pas promis la terre. Et donc, c'est plutôt bien orienté pour le Royaume-Uni. Je dirais, ça ferme un peu une parenthèse assez haute en couleur. On se souvient de Liz Truss il y a quelques trimestres. Aux États-Unis, l'élection n'a pas encore eu lieu. Donc, il y a un sujet sociétal de durcissement et de violence dans le fonctionnement démocratique américain. Ça veut dire quoi financièrement, sans aucune forme de cynisme? C'est-à-dire que Trump surtout avec les événements du week-end dernier, sans doute est en phase d'être élu. Trump 2 sera sûrement pas comme Trump 1. On commence à avoir des éléments de programme, alors certes un petit peu inflationnistes par différents aspects, avec notamment les barrières à l'entrée à la douane, ce qui peut faire un peu peur, mais également il devrait reconduire début 2025 les baisses d'impôts sur les sociétés qu'il avait mis en place au début de son premier mandat en 2016. Donc quelque chose d'assez équilibré, pas forcément aussi terrible financièrement que ça. Le sujet, ça sera peut-être un peu la dette, parce que il n'y a pas Maastricht outre-Atlantique et on sent bien que pour l'instant, c'est pas un sujet. En même temps, du AAA américain, 4,5 ou 5 de taux. Alors, on est bien en dessous aujourd'hui. Maintenant, en Europe, j'aime bien recontextualiser un peu les choses. On a eu des élections européennes et l'un des premiers périls était qu'on n'ait pas de majorité de partis qui ont l'habitude de travailler ensemble. Or, ça s'est effacé. On retrouve la même coalition que précédemment. On va donc avoir, alors certes, des élections qui vont être toujours un peu compliquées pour Madame Ursula von der Leyen, comme il y a 4 ou 5 ans. Mais globalement, on a toujours une majorité de gouvernement qui a l'habitude de faire des compromis et de voter des textes. Et c'est plutôt rassurant à l'heure où on a quand même une guerre à nos portes, des sujets énergétiques, des sujets de transition écologique et des sujets de positionnement de concurrence, notamment par rapport aux grands frères chinois. Alors maintenant, si on dézoome, il faut remettre les choses modestement à leur place. On en arrive dans le cas français où il n'y a personne au-dessus de 200 députés, donc il faudra trouver des majorités de textes, des majorités de coalition, ou alors les gouvernements tomberont. À la fin, ça veut dire que financièrement, il n'y a pas de grand coup de barre. Alors, il n'y a pas de grand coup de barre qui pourrait faire peur au marché. Il n'y a pas de grand coup de barre non plus
pour un peu remettre une trajectoire de dette un peu plus prudente. Vous parliez de la dette pour les États-Unis, mais le vrai problème est sans doute celui-là, non, Eric? C'est que qui que ce soit qui s'installe à Matignon, il a quand même des marges de manœuvre pour des raisons budgétaires qui seront ultra limitées. Alors, elles seront ultra limitées. Le budget en septembre sera sans doute un peu tendu en interne, comme avec l'Union européenne, où il y a des limites. Il y a un cadre législatif dont on ne peut pas s'abstraire, même avec la meilleure bonne volonté du monde. Ça sera peut-être l'occasion de rentrer sur des actifs français, s'il y a des tensions à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que la France est un pays globalement assez riche, qui s'est levé l'impôt, qui remboursera sa dette, qui la remboursera en euros. Les actifs de qualité, les banques, les entreprises énergétiques seront toujours là demain et après-demain. Et donc, c'est des valeurs sûres, alors qu'ils vont peut-être un peu souffrir et qu'on pourra acheter. Le point, c'est que probablement, avec la trajectoire qu'on a sur la dette, nos agences, sur 1 an ou 2 ans, vont sans doute nous faire passer progressivement dans la case simple A. La dette française n'est pas très loin de ce que traite la dette simple A. Donc voilà, on va acter ce sujet-là. Mais à moins de choses très créatives avec un gouvernement très extrême d'un côté ou de l'autre, on n'est pas dans des grandes tensions comme on a pu les connaître en 2012. Et je pense, pardon, je suis un peu long, que tout le monde a Liz Truss en tête. Bien sûr. 3 semaines de créativité financière, ça s'est vite arrêté. On l'avait vu en finance appliquée, on se souvient. Bon, ce calendrier chargé, politique, j'entends, il a éclipsé nos banques centrales, ou presque. Pour preuve, on n'a quasiment pas parlé de Sintra, alors que d'habitude, ça occupe, pareil, largement la chronique du début d'été. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de Jackson Hole en fin d'été. Pourtant, elles sont bien là, nos banques, et j'ai envie de dire heureusement et bien leur... C'est plutôt rassurant pour la suite. C'est-à-dire qu'on a des banquiers centraux qui commencent à observer qu'à un cas sur le front de l'inflation ce qu'elles attendent. Et donc, chez OFI, on pense qu'elles vont baisser sans doute 2 fois chacune cette année, un peu plus sûr pour la BCE, un peu moins pour la Fed, parce que l'inflation fait à peu près ce qu'elles attendent. Et donc, ça veut dire, pour les entreprises, pour les marchés financiers, la validation d'un assouplissement monétaire qui est déjà dans les courbes, mais c'est toujours mieux quand c'est fait. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et pour preuve, la fameuse OAT dont on craignait qu'elle s'envole, l'impact de taux issu de l'inflation aux États-Unis et donc des anticipations de la Fed a plus que compensé l'impact d'écartement par rapport à l'Allemagne issu du syndrome français. Donc ce contexte est assez important, même s'il est beaucoup moins sur le devant de la scène en ce moment. Bon, on a commencé en se disant normalement on devrait se dire comment on protège son portefeuille, tout ça. Il y a une méthode quand même dans ce contexte qu'on a déployé qui est pas facile. Il y a des choses à faire pour se protéger sans rentrer dans de la haute finance. Enfin voilà, on parle aussi à nos épargnants. Alors moi il y a une chose, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés, je suis content qu'on puisse refaire des portefeuilles diversifiés dans lesquels on va pouvoir équilibrer les actions, les obligations, qu'elles soient souveraines ou qu'elles soient d'entreprise, et le monétaire. Je rappelle qu'on est payé 3,75% pour attendre. On peut donc, et c'est plutôt notre recommandation, faire des portefeuilles diversifiés, soit le faire soi-même, soit le déléguer. Mais aujourd'hui, avoir ces avoirs assez répartis paraît une bonne solution du point de vue de l'épargnant, avec des fonds qui sont à disposition pour équilibrer ces avoirs. Et avoir du monétaire pour pouvoir dégainer en cas de baisse, avoir des taux qui feront un coussin amortisseur en cas de tension qu'on n'aurait pas aujourd'hui dans le viseur, ou inversement, pouvoir continuer quand même de profiter des marchés actions. On va peut-être y revenir, c'est toujours bien de rester investi sur les actions. Plutôt que de jouer des options, des calls, des puts, enfin bref, plutôt jouer de la diversification, quoi. Pas de la haute finance, mais on peut également mettre des options. Les options, c'est un vrai sujet. Il faut surveiller différents critères. C'est pas un long fleuve tranquille. Il faut que ça marche vite. On paye de la valeur temps. On paye beaucoup de frais également. Nous, on en a en portefeuille, mais je dirais que les options, c'est vraiment une histoire professionnelle. Il faut bien connaître son sujet, même si aujourd'hui, c'est évidemment utile. Non, mais c'est bien que chacun l'ait en tête en se disant qu'il n'y a pas de recette magique pour partir à la plage. Non, puis dans le cadre des options, c'est comme une prime d'assurance. Si ça coûte rien, c'est que ça protège pas. Donc, aujourd'hui, on diversifie, on a de l'action, on a de l'obligation et on essaye d'avoir ce portefeuille. Assez équilibré. Nous, on aime bien au milieu, on a des actions. Alors, aujourd'hui, sur les actions, on va plutôt être neutre. C'est-à-dire qu'on a fait un très beau début d'année. Maintenant, on a quelques incertitudes, on les a mentionnées au début. Donc, on a envie de garder un peu de poudre sèche, si je peux garder cette expression, pour pouvoir repasser long. Pourquoi ? Parce que 2025, on attend quand même
une croissance qui ralentit juste ce qu'il faut, mais surtout une Fed qui baisse ses taux aux États-Unis, et une croissance en zone euro qui devrait réaccélérer, et avec des taux et un contexte monétaire qui s'assouplit. On est donc plutôt pas mal parti. Maintenant, il faudra que les chiffres de croissance valident ce que je viens de raconter, mais 2025 augure plutôt pas mal, mais on est dans une incertitude. Donc on est plutôt autour de la neutralité. Les US sont toujours attirants parce que c'est la locomotive du monde. On regardait à re-rentrer sur l'Europe. Les précédentes aventures françaises en matière de politique nous ont un peu restreints sur ce sujet-là, mais clairement, notre prochain mouvement sera sûrement à l'achat sur cette zone qui, en comparatif des États-Unis, est quand même pas chère. Sur les États-Unis, deux points, on voit que une grande partie de la performance est faite maintenant par 3 sociétés. On est donc sur un risque idiosyncratique très fort. Ouais. Alors on se connaît depuis longtemps, je dis qu'il ne faut pas vendre Apple depuis 10 ans. Il faut aussi considérer ce risque et pas trop en mettre, parce que c'est vraiment 3 entreprises qu'on connaît, que ce soit Apple, Nvidia ou Microsoft. Après, on voit que les small caps ont repris un peu d'allant aux États-Unis. On les a pendant longtemps un peu montré du doigt en disant on n'y va pas, elles sont quand même sous-cotées, donc il y a peut-être un rattrapage. Comment est-ce qu'on regarde ça chez Ophi ? Alors, c'est pas du cœur portefeuille, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment pas chères. Et quand on part dans une configuration d'assouplissement monétaire, ça, c'est plutôt bon. Elles sont vraiment pas chères, avec une croissance qui faiblit pas trop. Donc, on l'a vu depuis une semaine. On peut espérer que ça va continuer, mais il y a un assez beau rattrapage par rapport à d'autres parties de la cote qui sont quand même relativement assez chères, même si un assouplissement monétaire devrait continuer de favoriser les valeurs de croissance qui ont contenu le pavé depuis un certain temps. Pour revenir sur le portefeuille, nous on aime bien avoir des obligations souveraines. On aime bien encore le 10 ans américain notamment. En Europe, plutôt l'Allemagne pour l'instant, mais si ça voulait un peu s'écarter ou se faire peur sur la France, revenir sur l'OAT. Et depuis plus de 2 ans maintenant, on aime bien le crédit. Parce que pour le coup, être payé à peu près 4% sur de l'investment grade ou un peu plus de 6%, ça dépend ce qu'on achète, sur du haut rendement, je dirais qu'on est payé pour son risque. Et ça c'est encore le moment, parce que certains ont dit, le portage, le tout ci, tout ça, ça a eu payé, mais c'est peut-être passé. Non, vous êtes toujours... Alors, oui, c'est moins attractif que ça l'était il y a 1 an. Maintenant, c'est quoi les alternatives et surtout, qu'est-ce qui se passe en cas de choc ? Donc, sur des obliques, vous aurez toujours une composante taux qui va vous aider, mais sur le high yield, un peu moins, pour être honnête. Et en revanche, si on se prend un gros choc, faut le comparer par rapport à un investissement action. On sait que le haut rendement, et les précédentes crises l'ont montré, soit la boîte meurt et les actions et la dette vaut 0, soit la boîte survit et auquel cas, la dette sera remboursée et le retour au point d'entrée est nettement plus rapide dans ces cas-là que sur le marché action quelquefois. L'idée étant d'avoir des choses assez diversifiées dans son portefeuille, comme on évoquait tout à l'heure. Bon, les investisseurs, ils aiment bien avoir des repères parfois, notamment les petits épargnants, etc. Et on les a éduqués finalement comme ça aussi, en leur disant alors soit c'est croissance, soit c'est value, soit c'est défensif, soit... On a l'impression qu'aujourd'hui ça existe plus vraiment, que tout le monde veut de la croissance, et que la gestion value, comment vous les regardez ces mots qui ont pourtant corseté pendant un temps assez long la gestion ? Ça a très bien fonctionné, je dirais auparavant, parce qu'on avait des corrélations, des liens entre les taux d'intérêt, la croissance, la valeur des entreprises, qui faisait que la réaction de ces capitalisations fonctionnait de façon assez lisible. La séquence récente entre les taux zéro, puis le Covid, puis la crise énergétique, l'inflation, la remontée des taux, et surtout le secteur technologique américain, qui est le secteur croissance par excellence, est venu un peu bousculer tout ça. Et c'est vrai que les frontières sont beaucoup moins évidentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est plutôt face à de la stabilité ou de l'assouplissement sur la partie taux longue, ça reste encore un peu croissance, peut-être un peu moins value. Ceci dit, il y a un moment, certaines capis sont tellement chères que les investisseurs vont regarder qu'est-ce qui n'est pas très cher et qui a fallu remonter. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que les frontières sont beaucoup moins claires qu'auparavant. Après, il y a eu des sujets techniques. Les vocables ne sont pas ajoutés, mais c'est moins serré qu'avant. C'est moins serré. Puis il y a eu des sujets automobiles, par exemple, qui a un grand morceau de la value, des sujets réglementation dans les banques, c'est un autre sujet, et qui là tient autant au secteur qu'à l'activité. Donc, c'est des choses qui sont regardées dans leur globalité, mais plus de façon aussi séparée qu'auparavant, je pense. Juste pour terminer, Eric, vous nous avez dit beaucoup de choses sur les zones, sur les opportunités, sur les typologies d'actifs, de valeurs, etc. Si on devait un petit peu dessiner la bonne répartition pour un portefeuille
j'ai pas envie de dire lambda, mais moyen d'un épargnant français aujourd'hui à mi-année, qu'est-ce que vous diriez ? La question piège, moi je continuerai d'avoir des actions, et sur les actions, je le répète depuis assez longtemps, c'est d'avoir le monde entier. Il ne faut pas, même si on est euro-centré, ne pas être qu'en Europe. D'accord. Donc avoir des grandes capitalisations, toujours un peu de défensif dans son portefeuille. Donc ces grosses entreprises qui sont tellement énormes qu'elles sont un peu, je dirais, insensibles au cycle, notamment dans leur secteur et sur le monde entier. Donc des États-Unis, de l'Europe et de l'émergent. Alors un peu de Chine, mais aussi de l'Asie hors Chine qui profitera de ces sujets-là. Donc une bonne partie, suivant son profil de risque, je dirais, d'actions. Moi, j'aurais un cœur obligataire. Aujourd'hui, le 10 ans américain, on l'aime encore bien. Alors, on le préférait à 4,50 ou 4,75, mais on a du taux et quelque chose qui est assez sécuritaire. J'ai toujours du crédit en portefeuille et le dosage dépend vraiment du profil, mais je sais pas, moitié souverain, moitié dette de crédit. On continue de bien aimer le crédit, je l'ai dit. Et puis une dizaine de 5 à 10% de monétaire aujourd'hui pour pouvoir profiter des opportunités. Donc 50, 20, 20, 10, mais ça dépend vraiment des profils. Donc on peut se rapprocher de son conseiller ou faire sa propre étude. Donner des allocs en général comme ça, c'est jamais très simple. Mais non. Ce serait trop simple si je vous facilitais le travail, Eric. Merci beaucoup, Eric Bertrand, Merci, Cédric. Invest Asset Management dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.